Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Rendez-vous de l'inclusion, la première de l'année 2024. Cette émission est particulièrement importante car nous allons parler aujourd'hui d'un acte majeur qui vient d'être posé pour notre institution en matière de politique handicap. Je veux bien sûr vous parler de la signature de la convention tripartite avec l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées, l'AGFIP, et le FIP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées, le FIP. Alors, qu'est-ce qu'une convention tripartite ou convention chapeau, comme on peut aussi l'appeler? Quelles sont les ambitions du nouveau plan d'action lié à cette convention? Pourquoi contractualiser avec l'AGFIP et le FIP? Et surtout, comment poursuivre nos efforts en matière d'inclusion et renforcer nos actions en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Voilà autant de questions auxquelles nous allons aborder durant ces 60 minutes. Pour la première partie d'émission, nous avons le plaisir de recevoir à distance Carole Besson, qui est chargée de mission à l'AGFIP. Bonjour Carole. Bonjour à tous et toutes. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir en plateau Bruno Picard, qui est directeur délégué aux employeurs publics et partenaires nationaux au FIP. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Carole et Bruno vont nous expliquer justement comment ils accompagnent avec expertise et détermination les organismes privés pour l'AGFIP et publics pour le FIP. En deuxième partie d'émission, nous aurons la chance de bénéficier de retours sur expérience d'organismes très dynamiques en matière de politique handicap, un organisme national et un autre local, à savoir la CNAV et l'URSSAF Bourgogne. Et durant toute l'émission, je serai bien évidemment accompagnée d'une personne que vous connaissez bien, Simona Bourgieu-Dessimone, pilote de la mission Handicap National. Bonjour Simona. Bonjour. Et bien sûr, comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser des questions pendant l'émission. Donc, vous pouvez poser vos questions via le chat de Teams. On y répondra, moi non, mais je les poserai en fin de séquence. Donc, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas non plus à jeter un petit coup d'œil sur le chat parce qu'on va partager quelques liens utiles durant l'émission. Je vous propose tout de suite de démarrer. C'est l'info marquante de l'année 2024 pour la sécurité sociale. Nous avons signé le 21 mai dernier ici à Lucans une nouvelle convention tripartite au nom de la sécurité sociale, comme je vous le disais, avec l'AGFIP, avec laquelle nous étions engagés déjà depuis 2016. Il s'agit de la 3e convention. Et la nouveauté, nous avons aussi conventionné avec le FIP. Normalement, je crois que vous voyez la photo de la signature qui apparaît à l'écran. Tout d'abord, pour être sûr que tout le monde comprenne bien les enjeux de cette convention, je vous propose une petite piqûre de rappel pour bien définir les missions de l'AGFIP et du FIP. Je vais commencer avec vous, Carole Besson. Donc, vous êtes chargée de mission à l'AGFIP. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et expliquer en quoi consiste votre travail et puis aussi rappeler les missions de l'AGFIP, sa raison d'être? Il a été créé par la loi de 87 qui a installé une politique du quota qui oblige les entreprises de 20 salariés et plus à compter 6% de personnes handicapées dans leurs effectifs. On exerce une mission de service public. On est là pour faire en sorte que les personnes handicapées trouvent un emploi, faire en sorte qu'elles puissent le conserver et surtout l'exercer dans les meilleures conditions, par exemple en aménageant leur poste de travail, en mettant en place des aides techniques ou parfois même une formation. Et on est là aussi pour accompagner les employeurs en les aidant à ne plus voir le handicap comme un frein. Vous le savez certainement, mais 80% des handicaps ne sont pas visibles et ça recouvre en réalité une très grande variété de situations. Alors, on œuvre au quotidien pour que les employeurs voient les choses un peu différemment, pour qu'ils puissent considérer le handicap non pas comme un poids, mais plutôt comme un levier de performance, comme l'opportunité finalement d'innover, d'être créatif. On accompagne tous les employeurs qui veulent agir en faveur de l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi. Comment? On fabrique des plans d'action, des feuilles de route pour les aider à passer à l'action. Ça
Ça va jusqu'à la structuration et la mise en œuvre d'une politique handicap, comme on le fait avec Lucans, parce que, j'ai omis de le dire, mais au sein de la direction de la mobilisation du monde économique et social, où je suis chargée de mission, on n'accompagne pas uniquement les entreprises. On accompagne aussi les branches professionnelles, on accompagne les organisations syndicales, les organisations patronales, les associations, les OPCO, bref, tous les acteurs qui en réalité sont en capacité de mobiliser ou de mettre en mouvement les entreprises sur le sujet du handicap. Pour vous donner un petit ordre d'idée, avec mes collègues du siège et des délégations régionales, on accompagne en direct à peu près 3000 entreprises par an. Évidemment, pas toutes avec la même intensité, c'est normal parce qu'elles n'ont ni les mêmes moyens, ni les mêmes besoins. En revanche, ce qui nous importe à chaque fois, c'est de leur proposer une réponse sur mesure, puisque l'idée, c'est de coller au plus près de leurs besoins, quel que soit leur niveau de maturité, qu'elles en soient au stade de la conception, de l'impulsion, ou quand, par exemple, elles sortent d'accords avérés dans la consolidation ou la pérennisation de leur politique handicap. Oui, voilà en résumé sur la GFIP et ma mission. J'espère que j'ai pas été trop longue. Non, c'est parfait. Donc du coup, vous disiez du sur-mesure, excusez-moi, et un accompagnement pour bien définir sa stratégie, sa politique handicap. On va pouvoir revenir plus en détail durant l'émission sur ce que vous proposez. Et donc vous êtes aussi du coup notre référente à Lucans, à la GFIP. Je me tourne vers vous, Bruno Picard. Je vais vous poser la même question. Si vous pouvez présenter rapidement le FIP et puis vous-même aussi. Alors pour ce qui me concerne, je suis directeur délégué aux employeurs publics et aux partenaires au niveau national. Donc ma mission, c'est de faire des conventions avec les différents ministères, sachant que cette année sera un peu particulière, puisque le dernier ministère qui n'était pas encore sous convention, qui est celui de la culture, devrait l'être la prochaine fois. Donc on a un travail commun, on est organisé avec une dizaine de personnes au niveau du FIP, mais 60 personnes travaillent pour nous, parce qu'il y a tout un travail entre les conventions qui sont faites au niveau ministériel, établissement public et autres, et puis ce qu'on appelle la plateforme, c'est-à-dire des aides ponctuelles qui sont faites pour les trois versants de la fonction publique, donc l'hospitalier, l'État, plutôt moins, parce que c'est surtout sous convention, mais surtout aussi les collectivités locales. Et donc, nous, pour ce qui nous concerne, c'est une loi de 2005, donc on était un petit peu en retard, on va dire. Je pense qu'on l'a un peu rattrapé, j'ose espérer. En tout cas, par rapport aux 6%, qui est la même obligation que la GFIP, on y arrive peu à peu. C'est-à-dire que là, on a encore cette année une progression qui va être indiquée devant notre comité national. Et puis, nos interventions sont sur différents aspects. Lucans, c'est un cas un peu particulier parce que c'est ce qu'on appelle les partenariats. Donc, les partenariats nationaux, on n'a pas la même configuration au niveau de la convention. En tout cas, pour ce qui est des employeurs publics, on est sur du recrutement, du reclassement, du maintien, de la communication, de la formation et de l'accessibilité numérique. Puisque je suis co-chargé de ce projet sur l'accessibilité numérique. Donc voilà rapidement ce qu'il en est nous concernant, sachant qu'on rayonne sur beaucoup moins de salariés que dans le secteur privé, mais il y a une vraie volonté à travers les conventions, qui nous sont vraiment des conventions qui sont vraiment affinées, je dirais, avec des chargés de projet, et on a en réseau des directeurs territoriaux de handicap dans chaque région. C'est vraiment affiné pour qu'on ait à la fois un projet construit en amont, qui est soumis à nos instances, au comité national, et puis qu'ensuite, on ait vraiment un suivi du conventionnement pour que ça colle au plus près des réalités de terrain. Et donc ici, nous, pour la sécurité sociale, vous travaillez du coup plus particulièrement avec les caisses nationales. Alors, on en parlera tout à l'heure, je crois, hein, mais le but qu'on s'est fixé au niveau national, avec le comité national et au niveau de la direction, c'est vraiment d'avoir une politique par rapport à la sécurité sociale. Ce qui n'avait pas été le cas, je dirais, jusqu'ici, puisqu'on avait une seule convention avec la CNAV. On vient de conventionner avec la CNAF, on a signé officiellement pas plus tard que vendredi. Je suis remonté exprès pour signer de ma province. Et l'idée, c'est de continuer, on en discutait avec Simona, de continuer ce travail-là en 2025 pour arriver à conventionner toutes les caisses qui sont dans notre champ. Donc, il reste la CNAM et puis ce qu'on appelait l'URSSAF après. Voilà. Voilà, les caisses nationales, sachant que
il faut bien comprendre que la problématique, c'est pour ça qu'il y a une convention tripartite, on y reviendra, c'est que les caisses nationales sont du ressort, pour je dirais presque toutes, hein, du ressort du FIPHFP, alors qu'au niveau local, c'est du ressort de la GFIP. Ce qui explique qu'on ait cette convention chapeau. C'est vrai que j'ai dit FIP, on dit plutôt FIPHFP. FIPHFP. Excusez-moi. Faut l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Très bien. Vous m'offrez une belle transition justement, Simona, c'est vraiment le cœur du sujet de cette émission. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix justement de s'engager dans une convention tripartite avec ces deux acteurs en particulier ? Oui, effectivement, Pauline, nous avons une grande chance à la sécurité sociale, c'est que nous sommes très hétérogènes. Comme il l'a dit Bruno, nous avons et des établissements publics et des organismes privés. Historiquement, depuis 2016, nous avons signé avec la GFIP des conventions pour structurer en fait notre politique institutionnelle, et on s'est adressé principalement aux organismes privés qui restent tout de même majoritaires. Aujourd'hui, avec cette convention tripartite, qui est nommée aussi une convention chapeau, ce qu'on souhaite, c'est vraiment aller à la rencontre de la totalité de nos organismes et d'accompagner et les organismes privés, donc de continuer cet accompagnement et de s'investir aussi du côté des organismes publics, des établissements publics. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en plus des caisses nationales, nous avons les DRSM, qu'elles sont des organismes locaux, mais publics, parce que rattachés à la CNAM, à la Caisse nationale. Et le fait de se réengager, voilà, que ça fait quand même 8 ans qu'on a cette politique handicap qui est menée, c'est aussi parce qu'on a envie de maintenir des résultats, enfin, on a envie de poursuivre les efforts. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du bilan de ces 8 dernières années aussi Oui. Ben, ce que nous, on souhaite aujourd'hui, c'est effectivement on pourrait dire que cette convention, elle est divisée en 3 grandes parties. La première partie, c'est la partie qui s'adresse justement à tous les établissements publics. Donc, comment on les accompagne? Alors, la manière dont on a décidé de les accompagner, Bruno l'a dit, c'est du partenariat. Ce n'est pas la même chose qu'une convention avec la totalité des facettes et des champs d'action. Donc, chaque caisse nationale va s'investir elle-même sur un conventionnement. Et pour l'accompagner à ce conventionnement, Lucans, avec le FIPHFP, nous sommes là pour soutenir avec des diagnostics. Ça a été le cas en 2016 aussi pour les organismes privés. La GFIP, à l'époque, il nous avait aussi accompagnés sur le diagnostic. C'est vrai que c'est un peu la première phase pour mettre en place un plan d'action. Donc ça, c'est la première partie de la convention. Sur la deuxième partie de la convention, on parle plutôt de consolider les outils existants. On est là avec la GFIP. On souhaiterait que davantage les organismes locaux puissent mettre en place leur propre plan d'action. Carole, elle en parlera aussi tout à l'heure de l'offre de services, voilà, Oui, Carole Besson de la GFIP, elle en parlera par rapport à l'offre de services, et Isabelle Rogel, effectivement, elle témoignera de comment elle a pu mettre en place des choses grâce aussi à l'appui de la GFIP. L'idée de cette deuxième partie de la convention, donc, c'est d'affirmer la politique institutionnelle, ça globalement, bien évidemment, sur la politique handicap. C'est aussi accompagner les organismes à prendre en main les outils. On ne va pas réinventer des choses. On va être présent sur des actions phares, comme la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, la SCPH, ou l'accompagnement au DUOD, parce que en fait, on manque de candidats et on essaie toujours depuis le national de creuser cette partie-là. Et nous restons sur 6 axes du coup prioritaires pour cette convention. On rappelle le pilotage, la partie communication, recrutement, maintien dans l'emploi. On va retrouver à la fois les aidants et à la fois la prévention de la désinsertion professionnelle, sans oublier la RQTH, l'accompagnement à la RQTH. Et ensuite, on a l'achat et l'accessibilité numérique. Une toute dernière partie, on la verra tout à l'heure sur le champ de la diversité. Oui, voilà. On va en parler. Et je crois que tu voulais nous diffuser un PowerPoint, quelques slides sur le bilan de ces dernières années. Effectivement. Je ne sais pas si on peut les passer à l'écran. Si en studio, vous avez les slides en question. Alors, dans le slide, ce qu'on va remarquer, c'est la progression du taux. Nous, on s'est engagé en 2016 avec un taux moyen à 5,50%.
Oui, c'est-à-dire qu'en 2016, donc, le taux d'emploi de personnes en situation de handicap au sein de la sécurité sociale était de 5,6%, hein, c'est ça? 5,55%. C'était un taux assez favorable, déjà, c'était déjà assez bien, mais on avait détecté tout de même des difficultés. Si la régie peut mettre à l'écran le slide, on pourra remarquer en fait que ce taux a bien progressé, mais qu'on trouve aussi que sur la totalité de nos organismes qu'on comptabilise, parce qu'on les comptabilise dans PERPS, donc ce sont ceux qui se déclarent à travers cet outil. Sur les 286 organismes déclarés, on en a 75 qui sont en dessous du taux. D'accord. Quand tu dis qu'il a progressé, c'est qu'on est passé quand même de 5,5 en 2016 à 7,8% aujourd'hui, hein, c'est ça? C'est bien ça, c'est bien ça. Avec des organismes qui restent en fragilité. Alors on a deux types de fragilité, on peut dire. La première, c'est les organismes qui n'ont jamais atteint le taux. La deuxième, c'est ceux qui l'ont atteint, mais qui risquent en fait de redescendre d'un écran parce que pour les départs à la retraite, qui restent quand même importants dans notre institution. Et donc, il y a toujours un risque, parce qu'on sait que les handicaps surviennent au cours de la vie, et potentiellement, en plus, les personnes au-delà de 50 ans, côté déclaration privée, ont une aide complémentaire, on peut dire, au niveau des points. Et donc, en fait, dès qu'une personne part à la retraite, c'est 1,5 point qui est perdu. Et un organisme pourrait se retrouver en difficulté à un moment donné. D'accord, donc là oui, en effet, on a les slides qui s'affichent à l'écran. Donc comme vous le voyez, sur la première slide, on a eu une progression. Bon, c'est un indicateur qui est quand même important à prendre en compte. Et sur la deuxième slide, si on peut la passer à l'écran, vous verrez du coup qu'il reste encore des efforts à fournir. Cette convention, le fait de faire une convention tripartite, c'est assez innovant sur la forme. On en a parlé, comment dire, il faut qu'on avance un petit peu, donc c'est assez innovant en matière administrative, on ne va pas forcément revenir dessus. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est de savoir sur le fond, qu'est-ce que ça va changer concrètement, le plan d'action de la convention que tu as commencé un petit peu à évoquer, Simona. Qu'est-ce que ça va apporter aux personnes, aux référents handicap, aux directeurs, directrices d'organismes qui nous écoutent? Pourquoi est-ce que c'est intéressant cette convention? Je vous pose la question à tous les trois, donc je ne sais pas qui veut commencer. Je peux commencer. Ouais. Alors, concrètement, pour les caisses nationales, c'est l'accompagnement au diagnostic, donc il va permettre la mise en place d'un plan d'action, mais il va aboutir jusqu'au conventionnement parce que l'organisme qui va les accompagner, en fait, fera en sorte de les accompagner jusqu'aux relations avec le FIPHFP. Et du coup, qu'est-ce que ça représente pour un référent handicap d'un établissement public? Ça représente un plan d'action concret avec des moyens financiers qui vont venir en appui au déploiement d'une politique handicap. Pour les organismes privés qui sont déjà accompagnés par la mission handicap nationale depuis des années, c'est déjà continuer cet accompagnement parce qu'on pense que les choses sont là, elles sont acquises tout le temps, mais il faut renouveler, il faut toujours bloquer les budgets d'année en année. Par exemple, le salon virtuel qui est actuellement en cours, le salon virtuel pour les organismes de sécurité sociale, les multidiffusions, mais aussi tous les autres accompagnements comme ne serait-ce le réseau des référents handicap. C'est un vaste réseau. On est aujourd'hui divisé en nationaux, territoriaux et locaux. Tout ce petit monde doit pouvoir vivre pour que les choses se fassent. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, un référent handicap local, il est multicasquette, il est débordé de travail, il n'a pas tout le temps la possibilité de se poser pour mettre en place des choses. Et nous, on est là justement pour le soutenir. Et ce réseau ne peut fonctionner si on l'alimente aussi, on le nourrit, on l'anime. Et donc, concrètement, sur le fond, la question que tu posais, c'est ça, c'est que la mission handicap va continuer à poursuivre ses efforts pour en créer davantage les outils et accompagner au plus près les organismes locaux. Oui, donc il y a un gros enjeu aussi d'accompagnement, de renforcement du réseau des référents. À ce sujet, je ne sais pas... Oui. C'est un des points sur lesquels, au niveau des conventions, qu'elles soient les partenariats ou les conventions employeurs, on est très attentif en ce qui concerne la FIPHFP. C'est-à-dire que, comme ça a été indiqué dans la convention, l'idée, c'est bien maintenir et renforcer
l'organisation territoriale, ainsi que le réseau au niveau national. C'est-à-dire que, comme maintenant on a 2 conventions, ce qui n'était pas le cas auparavant, ça permet, enfin quand je dis normalement, j'ai aucune inquiétude là-dessus, d'avoir un échange entre ceux qui sont maintenant sous convention et les autres pour effectivement les pousser au conventionnement. Et même si on a une participation minime au niveau financier, notre idée au niveau du FIPHFP, en lien avec Lucans, c'était bien évidemment d'avoir un petit volet financier, mais qui a un peu du sens sur la question des diagnostics, puisqu'on s'est dit peut-être qu'il serait intéressant qu'on ait des diagnostics qui viennent en appui des projets de conventionnement qu'on pourra avoir à l'avenir. Donc on a un petit projet financier à hauteur de 66 000 €, ce qui, pour le FIP, sur le budget qu'on a, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est symbolique dans le sens où on dit, voilà, on va aider Lucans sur la partie diagnostic et autres à avoir effectivement un développement sur ces questions-là. Et donc, nous, on est dans le renforcement, en fait, en appui de Lucans, sur les différents axes qui sont les axes divers et variés, hein, piloter, mobiliser, tout ce qu'on veut. Et c'est ça qui nous intéresse pour qu'effectivement, ça soit un point d'appui pour les futurs conventionnements qu'on aura à gérer dans les années à venir. D'accord. Alors, je me permets de changer un petit peu l'ordre de l'émission, parce qu'on a apparemment un petit problème technique qui fait que je pense que ce serait intéressant qu'on donne tout de suite la parole à Isabelle Rogel de l'URSSAF Bourgogne, et ça va être d'autant plus intéressant parce qu'on parle de la structuration du réseau des référents handicap. Et donc, bonjour Isabelle, ravie de vous recevoir parmi nous. Vous êtes donc chef de projet à l'URSSAF Bourgogne et vous êtes aussi référente territoriale. Donc c'est-à-dire que vous êtes référente en région à la sécurité sociale. Merci beaucoup. Vous arrivez finalement en séquence 1 et pas en séquence 2, mais ce sont les aléas du direct. On vous a demandé d'être parmi nous parce que déjà vous êtes une personne qui travaille en tant que référente handicap, en tout cas sur ce sujet depuis 9 ans. Votre organisme a un taux d'emploi de 10,9%. 0,9, oui, excusez-moi. Et c'est pour ça qu'on a voulu échanger avec vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez travaillé donc, depuis 2014 au sein de votre organisme pour justement créer un plan ambitieux, embarquer tous les acteurs On veut bien votre retour sur expérience. Oui, tout à fait, avec plaisir. En fait, les prémices remontent un petit peu avant 2014. Et mon premier levier, c'était les obligations légales et conventionnelles, notamment au travers du protocole d'accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances, qui a dû être signé en 2011 et qui demandait en fait aux organismes de diminuer de 20% leur contribution à la GFIP sur une période de 5 ans. Après analyse de ce qu'on pouvait faire en interne, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement à cette époque-là peu d'opportunités sur l'aspect recrutement, mais qu'il nous fallait plutôt travailler sur l'interne et sur la sensibilisation de nos collaborateurs. Dans ce cadre-là, on a sollicité le réseau des Cap Emploi. Donc, dès le départ, on va dire que la GFIP était présent au travers de ces réseaux dans notre politique handicap. Et sur chacun de nos sites, Cap Emploi est venu faire des actions de sensibilisation qu'on a voulu courtes, ludiques, qu'on a montées ensemble et qui étaient obligatoires pour l'ensemble de nos collaborateurs et portées par la direction, ce qui était un élément important. Le résultat était immédiat parce que suite à ces sensibilisations, une personne est venue me voir en me disant écoutez Isabelle, moi j'ai une fibromyalgie et d'après ce que j'ai compris, je pourrais être reconnue travailleur handicapé, et on a commencé à travailler avec elle. 2016, nouveau protocole d'accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances. Et puis, comme le disait Simona tout à l'heure, prémisse des travaux et de la première convention triennale avec la GFIP et création de la mission handicap nationale avec nomination des référents handicap locaux et nationaux. Donc là, ça commençait à prendre un petit peu corps. Et à partir de notre contrat pluriannuel de gestion 2018-2022,
nous avions des objectifs chiffrés de diminution du montant de la contribution qui faisaient aussi partie de nos indicateurs d'intéressement. Oui, ça c'était, vous l'aviez dit dans les échanges préparatoires, le fait d'avoir un critère d'intéressement, c'était aussi quelque chose qui a joué. Tout ça, ce sont des leviers sur lesquels vraiment moi j'ai pu m'appuyer pour développer la politique handicap. Donc, à partir de là, la Caisse nationale de branche recouvrement nous a livré le premier plan d'action handicap de la branche recouvrement, et ce qui a permis de commencer à structurer beaucoup mieux les choses. Donc, avec la construction d'un premier plan d'action, la mise en place d'une commission de suivi avec les acteurs internes qui étaient concernés par ce plan d'action, donc les équipes RH, logistique, informatique et le service communication. J'ai pu commencer à mobiliser les partenaires externes comme les services de santé au travail, de renforcer le développement des échanges avec Cap Emploi et Pôle Emploi à l'époque. Et puis, maintenir des échanges constructifs avec la GFIP, voilà, qui sont aujourd'hui toujours présents. Et autre axe, la sollicitation d'entreprises du secteur protégé et adapté après analyse de nos éventuels besoins. Dans le cadre de mes échanges avec la GFIP en local, j'ai pu proposer un diagnostic action, donc financé par la GFIP, à ma direction qui a accepté et qui a été réalisé au courant de l'année 2020. À l'issue de ce diagnostic action, donc qui permettait de donner du crédit et qui permettait de communiquer beaucoup plus en interne et en externe sur notre politique handicap, j'ai proposé la négociation d'un accord local. Alors, accord local non agréé, hein, vraiment un accord au niveau de notre organisme, pour communiquer encore plus et pour embarquer encore mieux tous les acteurs de l'organisme et notamment les IRP. Cet accord local a été signé en 2021. Voilà, donc on est passé en fait d'un taux d'emploi qui était de 4,7% en 2014 à un taux d'emploi qui est de 10,09% en 2023. Et c'est vrai que quand vous nous avez raconté tout ça un peu en amont de l'émission, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que vous aviez déjà un engagement fort de la direction aussi, ça vous a beaucoup aidé. Vous expliquez que vous aviez eu ce travail pour vraiment mettre en commun les partenaires internes, les partenaires externes, comme vous expliquez, développer le lien aussi avec la médecine du travail, avec les Cap Emploi et en interne mettre tout le monde autour de la table. Vous nous aviez aussi parlé du fait que vous aviez réussi à faire inscrire dans les offres d'emploi le fait que la priorité serait donnée à des personnes en situation de handicap, ce qui aussi permet voilà, aux personnes de ne pas s'auto-censurer. Et surtout, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que vous avez réussi à trouver dans votre organisme des personnes qui sont devenues des ambassadeurs en interne. Donc vous avez réussi avec vos sensibilisations à libérer la parole et vous avez donc eu notamment des collaborateurs qui ont fait des petites vidéos et donc c'est vrai que je présume que le fait que ce soit aussi des collègues qu'on connaît qui témoignent, et vous disiez au final ensuite, voilà, ça a créé quelque chose. Et je crois aussi que vous avez eu la visite de la GFIP dans votre organisme. Oui, je vous avais demandé, voilà, qu'est-ce qui vous a rendu, et je peux vous reposer la question aussi, qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier ces dernières années? Et je me souviens que vous m'aviez parlé de cette visite. Oui, effectivement, on a eu le plaisir d'accueillir Christophe Roth et Didier Sartier au moment où ils faisaient un peu le tour de France, on va dire, des délégations régionales. Et comme moi, je travaille de façon très régulière avec la délégation régionale à GFIP Bourgogne-Franche-Comté, notre chargée d'études correspondante nous a proposé effectivement d'échanger autour de notre politique handicap avec le président et le directeur général de la GFIP. Donc oui, c'était vraiment une fierté pour nous. Et puis c'était une belle reconnaissance en fait de notre engagement et c'était très riche en termes d'échanges. Et d'ailleurs oui, je vous écoute. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Pauline, je crois que
on fait rien tout seul. Vraiment, vous le disiez, moi j'ai essayé de mobiliser les acteurs internes, les acteurs aussi externes, et c'est tout ça qui finalement, au bout d'un moment, permet d'arriver à des choses, permet de construire, permet de réaliser une confiance, permet de sourcer des candidats aussi. Hein. Là, on va recruter, alors je l'ai su voilà, il y a quelques jours, mais on va recruter au mois de juin 3 personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Donc il y en a une qui nous a été, dont le CV nous a été communiqué par Cap Emploi, l'autre qui nous a été communiqué dans le cadre du réseau des référents territoriaux. Voilà, et puis la dernière qui est arrivée de façon plus spontanée, mais tout ça pour dire que c'est vraiment ce travail de mobilisation et de fédération des acteurs autour du sujet qui permet d'avancer. Et d'ailleurs, je trouvais que vous étiez plutôt de très bons conseils sur comment est-ce que on agit par rapport à la RQTH, comment est-ce qu'on aborde les personnes. Je vous avais posé la question quand on a échangé un peu avant l'émission. Est-ce que vous auriez des conseils à donner? Parce que c'est vrai que ça fait partie du travail quand on est référent handicap de peut-être suggérer aux personnes d'envisager cette solution de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux autres référents handicap peut-être qui nous écoutent? Oui. Alors ça, c'est une démarche qui est très difficile et j'ai mis, on va dire, un certain temps avant d'oser. D'oser en parler aux personnes sans avoir le sentiment d'être quelque part intrusive ou de risquer de blesser. Tout simplement, quand j'ai identifié des personnes qui étaient en arrêt de travail depuis longtemps ou qui avaient eu des conseils de la part de la médecine du travail sur une éventuelle démarche de reconnaissance parce que la médecine du travail m'en parlait dans la mesure où les relations de confiance étaient établies sur ce sujet-là. J'ai pu me rapprocher des personnes et leur expliquer, leur disant, voilà, vous avez besoin d'un aménagement de poste. Donc, il y a 2 possibilités. Soit on fait un aménagement classique, soit on fait un aménagement sur mesure, mais dans ce cas-là, ça nécessite que vous passiez en fait par un accompagnement, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc vous avez possibilité entre une Clio ou entre une Rolls, hein, c'est les termes que j'utilise, et vous avez le choix, et je ne vous influence pas. Et à ce moment-là, je leur propose de les mettre en relation avec une interlocutrice de Cap Emploi, ce qui me permet à moi de me mettre en retrait et de laisser faire les professionnels que sont Cap Emploi, d'accompagner le collaborateur et ensuite voilà, de suivre les choses et puis d'être quand même toujours présente. Super, écoutez, merci pour ces conseils. La dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous attendez en tant que référente à la fois locale et territoriale de la nouvelle convention qui vient d'être signée à Lucans par la mission handicap nationale? Alors, il y a déjà beaucoup de choses de fait, hein, beaucoup de choses qui sont portées au niveau de la mission nationale. Je dirais qu'aujourd'hui, moi, mes besoins tournent autour des petits vecteurs de communication parce que je communique de façon extrêmement régulière, mais de façon courte en interne sur le handicap pour en faire finalement un sujet qui intègre notre culture, vraiment que notre organisme soit acculturé au sujet. Donc pour ça, j'ai besoin régulièrement de petits flash BD, de petites phrases comme Carole Besson le disait tout à l'heure, par exemple, le saviez-vous, 80% des handicaps sont invisibles, voilà. Mais là, je suis un petit peu à court et j'aurais besoin peut-être de petites planches de dessins, de BD, des choses un petit peu nouvelles, parce que je commence à avoir un peu fait le tour de tout ce qui est mis à notre disposition et pourtant c'est très riche. Mon deuxième besoin tourne autour du handicap psychique et on parle beaucoup de santé mentale, de handicap psychique. Là, voilà, au mois de juin, j'intègre 2 collaborateurs reconnus, travailleurs handicapés en situation de handicap psychique. Je vais me débrouiller avec les ressources locales. Hein, encore une fois, on n'est pas tout seul, mais un besoin à ce niveau-là.
Et puis, la troisième clé qui est vraiment importante pour moi, c'est, en tout cas au niveau de l'organisme, c'est qu'on puisse avoir des systèmes d'information qui soient compatibles avec la mise en œuvre des techniques. Par exemple, on avait une collaboratrice, qui est toujours là, d'ailleurs, on l'a toujours, qui est déficiente visuelle, et on n'a jamais réussi à intégrer un logiciel professionnel parce qu'on était bloqué par notre système d'information. Alors, je sais que ça, c'est un sujet qui dépasse bien évidemment Lucan, c'est la GFIP, mais c'est une vraie préoccupation et on est nombreux, je pense, au sein des organismes à avoir la même. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience et puis même si ça peut vous paraître un détail, c'est souvent dans les détails qu'on arrive à régler des choses. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Et je reviens avec Carole, Bruno et Simona. Là, on vient d'entendre le témoignage d'Isabelle Rogel. On voit tous les efforts qui ont été mis en place et c'est grâce à tout ce réseau aussi qu'on a réussi à faire progresser le taux d'emploi au sein de la sécurité sociale. Cela dit, les efforts restent a priori, il faut continuer à les fournir, notamment, vous l'aviez évoqué rapidement tout à l'heure par rapport au départ en retraite. Est-ce que ça va être l'un des gros enjeux du coup des années à venir, peut-être Carole ou Simona Oui, en fait, je passerai la parole à Carole, mais plus que sur le départ à la retraite, en fait, c'est l'attention toujours à ce taux qu'il est mouvant. Ce n'est pas un taux, c'est parce qu'on l'a atteint qu'on peut dormir tranquille. Alors nous, on a un sujet sur la retraite, mais les sujets peuvent être multifacteurs. Et effectivement, je passe la parole à Carole, que tout à l'heure, on n'a pas pu continuer par les aléas du direct, sur le type d'accompagnement que la GFIP peut apporter aux organismes, et notamment là aussi qu'a Isabelle Rogel demandé davantage d'outils, comment la GFIP a évolué et fourni aussi tout cet accompagnement-là aux organismes aujourd'hui. Je ne sais pas si Carole nous entend. J'espère. Ok. On peut se féliciter au fil des conventions parce qu'il y a eu vraiment de réelles avancées et cette progression constante du taux d'emploi. Pour autant, c'est vrai que derrière ce taux d'emploi, il y a encore aujourd'hui des réalités qui sont très contrastées avec des organismes, Simona l'a dit, qui restent fragiles. Il y a en toile de fond, en l'occurrence, c'est vrai, ce flux de départ en retraite qui reste important. Pourquoi? Parce que au premier rang de ces départs en retraite, on retrouve évidemment, sans surprise, nos collaborateurs en situation de handicap majoritairement. Ça veut dire qu'il faut rester mobilisé, ça veut dire qu'il faut rester vigilant. Parce que ces organismes, il va vraiment falloir les accompagner, il faut les soutenir, il faut qu'on les aide à mettre en place un plan d'action. Et pour moi, c'est vraiment un des enjeux de cette nouvelle convention. Maintenant qu'on a structuré le réseau, maintenant qu'on a, et c'était un vrai challenge, d'embarquer dans la dynamique 380 organismes avec des niveaux de maturité très hétérogènes et des manières de faire différentes. Aujourd'hui, l'enjeu, encore une fois, qu'on soit dans les organismes privés ou les organismes publics, ça va être de monter une nouvelle marche, de déployer des accompagnements individualisés et vraiment ça va être le cœur directeur pour nous si on ne veut pas mettre en péril tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et au contraire bien ancrer les choses dans le dur avec un appui de proximité aux organismes les moins avancés ou quand ils sont avancés, les plus concernés par une érosion un peu mécanique du taux d'emploi qu'on évoque. Après, je ne sais pas si Bruno voulait intervenir ou si vous souhaitez que je poursuive sur je ne sais pas, les outils de sensibilisation, mais dans le cadre de ces accompagnements de proximité, je crois que c'est important de remettre en visibilité le fait qu'il est possible, dans le cadre de l'offre de conseil et d'accompagnement qu'on propose aux entreprises, de réaliser des diagnostics. C'est vraiment, ça a été dit tout à l'heure, la première étape. Oui, on le répète souvent.
Tout à fait. À faire une analyse de la situation et du besoin. Soit la GFIP le fait elle-même, soit elle le confie à un cabinet. Et l'idée derrière, c'est qu'on va construire une vraie feuille de route qui est personnalisée, qui tient vraiment compte de la spécificité de l'organisme, de ses contraintes, et on n'arrête pas d'en parler, de son niveau de maturité sur le sujet. Cette feuille de route, elle est structurée autour d'axes fondateurs. Ça va permettre à l'organisme de passer à l'action, de progresser, avec classiquement des axes qui ont trait à la sensibilisation, la formation, la communication, le recrutement, le maintien dans l'emploi, l'accompagnement des parcours professionnels et bien évidemment tout le volet qui a trait à la collaboration avec le secteur protégé et adapté. Quand l'organisme est armé de cette feuille de route, il peut alors décider soit de se lancer de manière autonome, soit choisir d'être accompagné et appuyé par la GFIP dans le déploiement et la mise en œuvre de sa politique handicap, avec là encore, c'est important de le souligner, c'est toute la plus-value de ces accompagnements, une vraie logique de sur-mesure pour coller au contexte et à la réalité de chaque organisme. Oui, voilà, du coup, c'est ce qu'on répète dans chaque émission. C'est en effet important de toujours passer par la phase du diagnostic. C'est possible de contacter la GFIP via les antennes régionales. C'est quand même très importante. La première, c'est que l'accompagnement, il est pris en charge par la GFIP. Donc la GFIP, il soutient vraiment l'organisme jusqu'au bout. Il n'y a pas de contrepartie financière de la part de l'organisme. Et deuxièmement, c'est que les directions régionales sont reliées au national et par le biais de Carole Besson savent ce que la mission handicap nationale de l'UCANSS a mis en place. Et donc, ils aident aussi à intégrer dans le plan d'action les outils nationaux et à donner une meilleure visibilité de nos outils au niveau local. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que Carole n'a pas pu en parler plus, mais on parlait tout à l'heure d'Isabelle Rogel de l'URSSAF Bourgogne, disait qu'elle avait un besoin aussi pour sensibiliser, d'avoir des outils. Donc, juste pour vous rappeler, la mission handicap nationale de la sécurité sociale, via les dernières conventions, a produit beaucoup d'outils. Vous pouvez les retrouver sur l'espace organisme du CANS.fr. On va vous remettre le lien dans le chat. Et la GFIP aussi, qui produit des box activateurs de progrès. Vous pouvez, on va vous partager aussi le lien dans le chat, vous inscrire. C'est des box qui sont très bien faites avec plein de supports. Activateur de progrès, c'est un site qui regroupe plusieurs outils dans les ActiveBox. Il y a différents outils d'accompagnement, de sensibilisation. Ça peut être des challenges, ça peut être des jeux, ça peut être des outils de communication. Et c'est vrai que nos organismes, surtout nos référents territoriaux, les connaissent bien. Et ça vient alimenter en fait le stock d'outils dont nous disposons et surtout ils sont un peu renouvelés chaque année. Il y a des nouveaux outils qui arrivent. Et on avait aussi des émissions sur le sujet, on vous repartagera les liens. J'ai une question qui est arrivée dans le chat que du coup je peux vous adresser Bruno et à Simona. Quelle sera la force et la nature des liens et les niveaux d'interaction entre la GFIP et le FIPHP dans le cadre de cette convention chapeau ? Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, on arrive à un travail en commun par rapport effectivement à notre champ de compétences et d'intervention. Moi, je voulais signaler aussi, parce que, comme c'est tripartite quand même, qu'on a aussi un site au niveau du FIPHFP et que ce site, en région, il est régulièrement alimenté via des webinaires qui sont ouverts à tout le monde. Donc moi, j'invite effectivement, à chaque fois qu'on a une convention avec les uns et les autres au niveau des organismes de sécu, de dire, raccrochez-vous un petit peu à ce site, parce qu'il y a des choses qui sont emmagasinées sur un certain nombre de sujets, sachant que nous, dans les conventions, on a des volets divers et variés. Et je veux insister, moi, sur un sujet qui me paraît important, c'est l'accessibilité numérique. Parce qu'effectivement, nous, dans nos conventions, c'est un volet important qu'on met en œuvre, qui est que, au lieu que ce soit uniquement les usagers, même si c'est important, qui bénéficient de systèmes qui leur permettent, quel que soit leur handicap, de pouvoir accéder comme impôts.gouv ou d'autres sites, il faut aussi que les agents, quand même, puissent être en capacité de pouvoir travailler sur, aujourd'hui, les outils numériques qui, on le sait, dans nos administrations, d'un point de vue général, sont vraiment un élément extrêmement important. Et donc, le FIPHFP pousse beaucoup là-dessus. On vient de faire une convention avec la direction interministérielle du numérique,
quand même de l'ordre de 20 millions d'euros, ce qui est quand même pas une paille. Et dans nos conventions, moi je reviens sur ce que disait Carole, nous au niveau du FIP-HFP, on insiste particulièrement dans les bilans qui nous sont donnés ou dans les projets de convention sur la pyramide des âges. C'est-à-dire regarder cette pyramide des âges, ce qu'elle nous dit, et en plus regarder de plus près par rapport au BOE. Et on s'aperçoit que les BOE, au-delà du fait que souvent ils sont les catégories les moins élevées, eh ben, il se trouve aussi qu'ils sont dans les plus âgés. Et ce qui pose une problématique, je rejoins ce que disait Carole, problématique de l'accompagnement de ce type de public, parce qu'effectivement, on a une vraie question, qui est l'allongement de la durée de la retraite, qui est un sujet plus politique sur lequel j'éviterai de m'étendre, mais qui fait qu'aujourd'hui, on est confronté à cette difficulté, c'est-à-dire que le travail engendre bien souvent des handicaps qui, je dirais, avec le temps, s'aggravent. Nous, on a un sujet particulier, on a mis en place un groupe de travail au sein du FIP sur la fonction publique, enfin le versant hospitalier. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les aides-soignantes, par exemple, elles ont une espérance de vie, je dirais, entre guillemets, au niveau aide-soignant, de 10 à 15 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 10 à 15 ans, c'est terminé, il faut trouver, effectivement, à les reclasser, ce qui n'est pas simple. Donc toutes ces problématiques, il faut qu'on les croise avec celles de la GFIP, sachant qu'à la GFIP, ils ont un sujet particulier, on a commencé à travailler un petit peu les uns les autres là-dessus, c'est qu'ils arrivent à la fin de leur convention agréée, et que donc il va falloir réfléchir, et nous, on a déjà discuté avec eux, avec la direction, sur un modèle de convention qui soit différent de celui qui existait auparavant, et qui se rapprocherait, je dis bien qu'il se rapprocherait, on n'en est pas là, mais l'idée, c'est qu'on essaie de se rapprocher, et on a des travaux communs avec la GFIP sur les aides, la convergence, tout un tas de choses. Donc l'idée, c'est qu'à travers ces conventions multipartites, ou tripartites, peu importe, on continue d'avancer. Je rappellerai juste pour mémoire qu'on a quand même une convention cadre avec la GFIP qui représente un montant non négligeable en ce qui concerne FIP et HFP, parce que la GFIP nous sert de support, je dirais, pour un certain nombre d'actions diverses et variées, en particulier dans le domaine de l'emploi. Alors, juste rapidement, en 3 minutes, parce qu'on va accueillir Coralie Delphos de la CNAM. Donc, comme vous l'avez rappelé, chaque caisse nationale, et certaines l'ont déjà fait, a l'opportunité de contractualiser avec le FIP-HFP. Quels sont les avantages à le faire? Vous nous avez beaucoup parlé aussi dans l'entretien préparatoire, notamment de l'aide sur les aménagements de poste. Peut-être si vous pouviez nous donner... L'avantage, c'est que la procédure est quand même plus simple que de s'adresser à la plateforme. La plateforme, de toute façon, est limitée à 40 000 euros par an, 60 000 sur 3 ans. On a à l'époque, moi j'étais au comité national d'une autre responsabilité, on a à l'époque limité comme ça parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des dérives et que certains organismes, et non des moindres, moi j'ai vu des CHU de grande ampleur, faisaient tout sur la plateforme et dépassaient allègrement les plafonds. Et donc nous, c'est des droits et des devoirs. C'est-à-dire qu'il y a des droits à avoir effectivement un système simplifié, avec des axes qui sont bien déterminés concernant les différents sujets. Et puis, ça permet effectivement d'avoir largement au-dessus des 120 000. Hein. Les plus petites conventions sont de l'ordre de 180 000 et les plus grosses sont à 23 millions d'euros, ce qui est le cas avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc on voit bien toute la marge que ça représente. Et l'avantage, c'est que ça permet de structurer la politique handicap. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un plan handicap qui soit déjà mis en œuvre en lien avec les organisations syndicales et soumises à leur approbation, et que vienne en supplément et en complément l'aide financière du FIP, mais pas que l'aide financière, la structuration aussi du plan en complément de celui qui a été fait dans le cadre de l'organisme. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive maintenant à faire vraiment progresser, puisqu'on a eu une époque, moi je me rappelle, où le FIP, c'était le payeur, quoi. Je veux dire, nous, on n'est pas un guichet, quoi. Non, donc, vous avez insisté sur l'expertise. Voilà, donc sur les aménagements de poste, par exemple, on a tout type d'aménagement de poste. La seule réserve, entre guillemets, c'est la préconisation du médecin du travail. Préconisation du médecin du travail, en lien avec le référent handicap local ou autre, et qui permet effectivement de dire, bah, tiens, par rapport à tel ou tel type de handicap, il faut tel ou tel type d'aménagement. Et c'est pour ça que je rebondis sur l'accessibilité numérique, parce que l'accessibilité numérique, si on travaille bien dessus, ça va nous permettre d'avoir des référentiels sur un certain nombre d'aménagements de postes pour tel ou tel type de handicap. Et de dire, par rapport à tel type de handicap, voilà ce qu'a fait un tel ou un tel, et voilà ce que vous, dans votre établissement public, vous pouvez faire pour effectivement avoir une véritable politique en termes d'aménagement de poste, et pour faire de briquet et de broc tel ou tel truc. Donc voilà, nous, ce qu'on développe. Alors on sait qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet, c'est qu'on a du mal sur le recrutement.
particulier sur les apprentis en situation de handicap. Ça, c'est un vrai sujet. Et on a un autre sujet qui est effectivement le maintien, puisque justement, en fonction du vieillissement et compagnie, ça devient un peu hypertrophié par rapport effectivement au recrutement. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on y travaille avec la direction, enfin au niveau de la direction et au niveau de l'établi, enfin de la gouvernance, pour dire comment on fait, quoi. Comment on fait demain. Si on a des conventions, bientôt, ça va être 1/10 pour le recrutement, alors que quand même il y a besoin, et on va avoir 5/10 sur effectivement le maintien. Donc ça, c'est aussi un sujet sur lequel on va se pencher, je pense. Après, moi, je suis ouvert pour la Bourgogne-Franche-Comté. C'est ma région d'origine. Alors là, il s'agit d'un organisme. Vous pouvez vous rencontrer. Je crois qu'ils sont dans le régime privé. En tout cas, merci beaucoup, Bruno Picard, d'être venu ici en plateau. Et justement, nous allons accueillir en plateau Coralie Delfosse, qui est la directrice du développement et de la transformation RH à la CNAV, et qui a conventionné avec le FIPHP, et qui, du coup, va pouvoir nous faire un retour sur expérience, notamment, il me semble, en ce qui concerne le maintien dans l'emploi. Bonjour Coralie, et merci, désolée pour les petits aléas qu'on a eus durant cette émission. Pas de souci, bonjour. On est très content de vous avoir avec nous. Vous êtes arrivé dans l'institution il y a 10 mois, mais vous nous connaissez déjà très bien. Est-ce que vous pouvez juste rapidement nous expliquer en quoi consiste votre poste et vous présenter Je vais parler de la CNAV, l'assurance retraite caisse nationale d'ailleurs, si je peux prendre son nouvel intitulé qui est diffusé depuis quelques mois pour qu'on s'y habitue. Je vais en parler tout simplement parce que ça va permettre de mieux comprendre mes fonctions. Celles et ceux qui nous regardent le savent sans doute, mais la CNAV a la particularité d'une forme d'hybridité, et notamment au sein de la DRHT, donc la Direction des Relations Humaines et de la Transformation, d'être finalement sur un volet d'animation du réseau, et donc nous en l'occurrence de nos réseaux de DRH, et en même temps de la gestion RH, je dirais commune, pour notre propre effectif, avec la particularité, et c'est là où on a une deuxième couche d'hybridité peut-être à la CNAV, d'avoir un effectif finalement qui est peu ou prou ce qu'on peut retrouver au niveau local, puisqu'on a la direction retraite et action sociale de l'Île-de-France. D'accord. Pourquoi je vous dis ça? Parce que mon périmètre engage du coup ces deux parties, aussi bien l'animation réseau que l'animation, je dirais, d'une certaine manière plus locale, et que mes équipes sont finalement toujours dispatchées entre les deux. Elles ont l'équilibre entre ces deux jambes, et ça a évidemment tout son intérêt pour nous, Caisse nationale, d'avoir cet ancrage aussi très local, et notamment sur les questions sur lesquelles on intervient aujourd'hui. Dans mon périmètre, plus spécifiquement peut-être pour préciser, développement et transformation RH, ça porte assez bien son nom, c'est assez autoporteur. Je dirais qu'il y a un premier volet qui est vraiment de développer les individus et les collectifs. Je le prends au sens large du terme, et là-dedans, je vais mettre tout ce qui va être recrutement, accompagnement de carrière, et donc je vais avoir des équipes évidemment dédiées à la formation, mais également un pôle de coaching qui finalement est dédié aussi à l'accompagnement des managers par rapport aux problématiques qui peuvent être les leurs. Donc vraiment une dimension d'accompagnement, de développement des individus et des collectifs de travail. Et de l'autre, un deuxième pilier qui est tout ce qui va être transformation à plusieurs égards, transformation RH, puisqu'on a évidemment des mutations, je dirais, du travail, des évolutions même sociétales qui nous touchent en plein cœur, et on s'adapte. Et je pense que nos organisations de travail, à travers une unité peut-être de lieu et de temps qui a tendance à sauter, on a besoin de se transformer dans nos politiques RH, évidemment. L'accompagnement des transformations métiers, parce que souvent il y a quand même un impact RH lié aux transformations métiers, et puis l'accompagnement évidemment des managers sur la question, la transformation managériale, puisqu'elle est infinie, elle ne s'arrête jamais d'une certaine manière, mais on a évidemment ce volet-là qui vient toujours en cheval de Troie d'une certaine manière, avec différentes transformations. Et le dernier pilier, qui est finalement, je pense, au croisement des deux éléments que je viens de vous évoquer, et qui est la raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui, c'est la mission diversité-inclusion, en l'occurrence, et notamment avec la dimension handicap qui est pleinement intégrée historiquement. Alors on va justement en parler de pourquoi est-ce que votre mission s'appelle diversité et inclusion. Juste, est-ce que vous pouvez, avant, vous avez, vous, l'assurance retraite caisse nationale conventionnée avec le FIPHP, je vais réussir à bien le dire d'ici la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, ce que ça vous a apporté, quels avantages, quels résultats? Alors nous, on est à la 4e convention signée quand même avec le FIP. Moi aussi, vous savez quoi, moi aussi je dois m'y habituer, parce qu'en interne je dis tout le temps FIP de manière très rapide. FIPHP. Tout à fait. Voilà.
C'est ça, pour faire plus simple. Voilà, donc simplifions aussi pour les spectateurs et pour moi-même en l'occurrence. Donc nous, on est à la 4e. Il faut savoir qu'on a débuté en 2012 la première. Donc évidemment, le regard que je vais moi porter aujourd'hui sur cette convention, pardon, il est sans doute assez différent du regard qu'on avait en 2012, même si évidemment, si je regarde un petit peu le lien, et on a beaucoup parlé de taux d'emploi, nous en 2012, j'ai été faire un petit peu d'archéologie avec mes équipes qui en réalité avaient le chiffre à disposition très aisément. On était à 4,59 pour la Caisse nationale de pourcentage de taux d'emploi direct. Aujourd'hui, on est à 7,7. Donc sans faire une relation de cause à effet, il est évident que la convention qu'on a signée avec le FIP nous a permis aussi d'atteindre cet objectif pour une simple et bonne raison qu'une convention, c'est un engagement. C'est même des engagements à travers différents champs. Je pense que ça a été évoqué de part et d'autre, donc je ne vais pas revenir sur les différents axes. Mais c'est un engagement, c'est une démarche finalement que l'on mène, qu'on mène de manière pluridisciplinaire. Ça permet de mettre les acteurs autour de la table, d'avoir un vrai pilotage transverse et pas que des acteurs RH. En effet, les acteurs de la com, les acteurs de l'informatique, les acteurs du budget, les acteurs de l'achat, d'avoir tous ces acteurs et actrices autour de la table. Et c'est ça l'avantage évidemment d'une convention et qui est une démarche qui nous amène à nous poser les bonnes questions et évidemment qui vient nous apporter un certain nombre de ressources. Alors ça a été évoqué, des ressources en termes d'accompagnement, sur de l'aménagement de poste par exemple, dans des situations que je dirais un peu plus complexes ou un peu plus nouvelles, où on a aussi par ce biais-là des partenariats que l'on peut finalement développer sur des situations qui seraient particulières. Je pense là de manière tout à fait évidemment anonyme, mais à une situation qu'on a pu avoir sur l'accompagnement d'une personne qui avait un handicap psychique en l'occurrence, où parfois on peut être un peu plus démuni, et ça fait écho à l'intervention tout à l'heure de la personne de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est évidemment un soutien financier d'une part et un soutien en termes de ressources intellectuelles d'une certaine manière. C'est-à-dire que le champ est tellement large, les partenariats sont tellement nombreux, il y a aussi une veille finalement permanente à avoir sur ces sujets-là, avoir le soutien d'une institution comme celle-ci, évidemment, nous est précieuse. Au-delà de la dynamique, évidemment que ça engage en interne cette convention. Et c'est vrai que vous nous avez expliqué, voilà, vous avez des actions au long cours, aussi forcément sur le recrutement, qui est aussi le nerf de la guerre, comme le rappelait Bruno Picard. Vous avez aussi des champs plus innovants. Est-ce que vous avez envie de nous parler d'une ou de certaines actions que vous avez pu mener, qui vous ont particulièrement marqué Ouais, alors en 10 mois, finalement, on a l'occasion de voir beaucoup de choses et de regarder beaucoup dans le rétroviseur aussi de ce qui a été fait. Je pense que je ne peux pas me retenir, évidemment, là, dans cette émission, de dire qu'une des fiertés, je pense, de la Caisse nationale, ça va être notre pongiste téléconseiller qui est qualifié pour les Jeux paralympiques, qui est venu à nombreuses reprises, je pense, au niveau de Lucans, évidemment, pour justement parler de la question du handicap. Alors, je n'ai rien à voir avec ses talents sportifs. La CNAV non plus. En revanche, d'avoir signé depuis 2021 cette convention d'insertion professionnelle avec la Fédération française du handicap, c'est évidemment une fierté. Une fierté aussi parce que je pense qu'il fait bouger les lignes aussi bien. Alors on va quand même le resituer parce que je ne sais pas si tout le monde le connaît, même si c'est notre star locale. Donc Kevin Durbecker qui est pongiste et qui est champion de France et qui va participer aux Jeux paralympiques. Voilà. Et donc qui est chez nous depuis 2021, voilà. Qui est téléconseiller en l'occurrence, donc sur une plateforme téléphonique et avec qui du coup on a pu développer ce partenariat puisque en dehors je dirais des jours de congé classiques qu'un salarié peut avoir au sein de la CNAV, on a une enveloppe de jours complémentaires d'une douzaine de jours complémentaires qui lui est accordée pour justement pouvoir s'entraîner, partir en compétition et évidemment essayer de concilier finalement ces deux vies puisqu'il a deux vies d'une certaine manière en parallèle et en l'occurrence c'est une fierté aussi parce que c'est un vecteur de communication pour nous qui aussi bien à l'externe qu'à l'interne qui je pense a permis vraiment de faire bouger les lignes de par son approche, de par sa manière de représenter aussi le handicap, de montrer que les choses sont possibles, que c'est possible d'avoir deux vies, que c'est possible d'être champion, pas encore champion olympique mais en tout cas je l'espère, mais en tout cas d'avoir cette carrière sportive et en même temps de s'accomplir par ailleurs professionnellement. Donc c'en est une évidemment des fiertés. Après, il y a d'autres choses qui sont peut-être moins communiquées, en tout cas moins mises en lumière, mais il y a tout ce qui va être la sécurisation des parcours professionnels, des personnes en situation de handicap. Ce qu'on entend par sécurisation des parcours exactement
Pour le coup, à travers les actions, je pense que ça va le décrire plutôt bien. C'est-à-dire, dès le recrutement, c'est déjà s'assurer qu'on a une réelle bonne intégration et une prise en considération des enjeux qui sont propres aux personnes en situation de handicap, dès lors évidemment que l'on est au courant de la situation de la personne avec un suivi qui va être plus rapproché, notamment un suivi RH un petit peu plus rapproché. Oui. La deuxième action, c'est que finalement, on se rend bien compte que l'évolution professionnelle peut-être des personnes en situation de handicap va pas tout à fait à la même vitesse que le reste des salariés. Donc la question de l'accompagnement personnalisé, et notamment typiquement par rapport à des dimensions qu'on peut aussi avoir un peu d'autocensure sur l'évolution professionnelle. Notre équipe de coach que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, peut être amenée, évidemment sur la demande du salarié en question, à venir appuyer, finalement, aider le collaborateur dans sa démarche d'évolution professionnelle. Et cette année, on souhaite mettre en place, pour le coup, plutôt une sorte de revue du personnel, je dirais, des personnes en situation de handicap, parce qu'on se rend bien compte que là où on arrive à la limite, où on touche du doigt la limite sur ce sujet de la sécurisation des parcours professionnels, c'est quand on reste trop dans le macro, trop dans le global, trop dans le persona type moyen, finalement on ne vient pas toucher au cœur certaines problématiques qui souvent sont très individuelles, donc un besoin d'engager un dialogue un peu plus personnalisé avec les salariés en question. D'accord, donc ce serait une revue spécifiquement distribuée, d'accord. Exactement. Et peut-être deux derniers points, je vous rassure, je vais faire court. L'autre point, ça va être l'expérimentation qu'on a fait là d'un CDD tremplin au sein de nos équipes Tourangelle, puisque la CNAV a un gros site à Tours en l'occurrence et qui s'est pour le coup conclu avec notamment l'embauche en CDI de la personne en question. Ce partenariat avec la NRH pour le coup a très bien fonctionné et a été très apprécié de l'ensemble des parties prenantes. Donc je tiens à le soulever et à relever pour celles et ceux qui se poseraient encore la question de se lancer dans dispositif. Et enfin, une dernière fierté, je vais prendre l'autre casquette, pas caisse nationale et liée à nos effectifs, mais pour notre réseau, c'est qu'on a un réseau qui est très moteur sur la question. Je pense qu'on a des référents handicap qui sont bien installés, qui connaissent bien leur sujet, qui sont très matures. Et aujourd'hui, on le voit, nous, on a un taux de 8,56% à l'échelle du réseau. Et je pense qu'on peut le dire, c'est une fierté aussi. Ouais. Eh ben, bravo. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur Kevin Dourbekar, on avait justement la mission Handicap National à réaliser son portrait et vous pouvez le retrouver donc sur l'espace organisme du cans.fr. On a aussi fait une émission spécifique sur les CDD tremplins. Voilà, donc parfait. On voit bien que l'acculturation du réseau permet des choses concrètes au niveau local. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez décidé d'appeler votre mission diversité et inclusion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix ? Oui, alors c'est un changement de paradigme qu'on a engagé depuis maintenant quelques temps. Je dirais que je prendrais comme point de départ le fait que ce qui guidait déjà auparavant la mission handicap, puisque c'était son nom, c'est l'accompagnement des personnes en situation de handicap du point de vue du maintien notamment dans l'emploi en l'occurrence et donc dans une politique inclusive. Si je le détache de la dimension de handicap, c'est vraiment la question de dans quelle mesure on prend en compte les besoins spécifiques des individus, évidemment au regard d'une performance qui est in fine la qualité du service qu'on rend à l'assuré. En tout cas, comment on arrive à concilier les deux, le handicap pouvant évidemment être lié à des besoins qui vont être spécifiques. Mais force de ce constat, je dirais, d'une forme d'inclusion qui est nécessaire, qui n'est pas que liée finalement à la question du handicap, et notamment eu égard de transformation presque de la société sur ces questions-là aussi. On s'est posé la question comment on va aborder finalement ça dans les questions RH que l'on peut avoir. Est-ce qu'on crée un segment à part entière et puis on garde la mission handicap à côté ? Évidemment, ça n'avait en réalité pas grand sens pour la simple et bonne raison qu'on serait venu appuyer sur une forme de segmentation de critères, une forme de stigmatisation de certains critères par rapport à d'autres, et finalement ça n'aurait pas été très inclusif de fonctionner de la sorte. Donc on a vraiment fait ce choix par une dénomination qui est symbolique de réélargir
élargir le champ, avec évidemment une attention particulière qui va être accordée sur les personnes en situation de handicap, parce qu'on sait qu'il y a des besoins d'accompagnement qui sont quand même autres, mais qui sont autres aussi par rapport à des personnes qui auraient d'autres besoins. Je pense aux proches aidants, je pense aux personnes qui traversent des situations personnelles compliquées, je pense évidemment à des aspects plus personnels qui viennent maintenant dans le travail, l'intime qui vient au travail. Je pense qu'aujourd'hui c'est une réalité et on le voit au quotidien. Donc vraiment cette logique d'embrasser tout le monde de manière assez inclusive et de manière aussi à inclure les gens qui considéreraient qu'eux-mêmes ne sont pas victimes d'une quelconque forme de discrimination de cette manière-là, puisque évidemment on les engage complètement dans ces questions. Donc il est là ce changement de paradigme en réalité, c'est de prendre le prisme de la diversité, prendre le prisme de l'inclusion, et que le handicap finalement est une question, est un sujet parmi les autres, avec lequel évidemment, je le redis, on va avoir une attention quand même toute particulière qui va être posée. Et c'est vrai que dans la convention tripartite, donc du coup qui a été signée le 21 mai à Lucans, il y a aussi une partie qui ouvre la voie vers un engagement RSE en faveur de la diversité. Est-ce que tu peux nous en parler, Simona ? Oui, effectivement, nous avons cheminé dans le même sens et aujourd'hui, grâce aussi aux accords, on sait qu'entre 2021 et 2022, les partenaires sociaux ont signé 4 nouveaux accords. Je les rappelle, on parle de diversité et inclusion, promotion de l'égalité professionnelle femmes-hommes, faciliter le quotidien des employés aidants et aussi renforcer l'accompagnement des fins de carrière. Aujourd'hui, Lucans mène une enquête en ce moment, donc une grande enquête sur ces accords RSE. C'est un diagnostic. C'est un questionnaire qui va interroger les organismes pour voir qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place. Ce questionnaire, il va être étudié, le résultat du questionnaire il va être étudié aussi par la mission handicap nationale pour voir quels sont les axes et les leviers qu'on peut mettre en place pour sensibiliser davantage sur des sujets de diversité qui sont très vastes, mais qui peuvent impliquer des discriminations au travail et des non-inclusions. Donc l'objectif, c'est inclure, c'est réfléchir de manière plus large à une problématique et ne pas se cloisonner que dans le handicap ou que dans un autre sujet. Donc l'idée, c'est aussi de faire évoluer ces sujets-là au sein de l'institution et voir par le biais de cette enquête et peut-être par le biais aussi d'un diagnostic employeur, dans tous les cas, aller questionner la mise en place d'un plan d'action. D'ailleurs, sur ce sujet, on avait fait en décembre dernier une émission spécifique sur les sujets de la diversité avec notamment un philosophe, Nabil Wali, que vous pouvez retrouver en replay dans l'espace organisme sur Ucans TV. Si vous allez dans l'espace organisme, vous descendez un peu, il y a Ucans TV avec toutes les émissions et les replays. Donc n'hésitez pas si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce sujet. Là, c'était beaucoup de l'acculturation, mais c'était des échanges très intéressants. La question que j'ai aussi envie de vous poser, Coralie, c'est un petit peu la même que celle que j'ai posée à Isabelle Rogel tout à l'heure. C'est vous, en tant que caisse nationale, qu'est-ce que vous attendez de la part de la mission handicap nationale de Lucans, enfin nationale de la sécurité sociale portée à Lucans pour ces prochaines années ? Très honnêtement, on s'était déjà posé la question quand on s'était eu avant l'émission. Je vais en redire la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la mission côté Ucans, elle est quand même, et notamment alors incarnée par Simona en premier chef, mais elle fait déjà beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de ressources aujourd'hui qui est mise à disposition, et je crois que c'est là, ce qui a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure par le témoignage plus en local. La question qui est toujours posée, c'est comment on peut avoir des ressources, des choses qui nous aident finalement à sensibiliser, à communiquer, à former, à toujours aller plus loin dans les partenariats aussi quand on veut aller sur des thématiques de recrutement. Et je pense qu'aujourd'hui, la mission diversité et inclusion côté Ucans répond parfaitement à cette dimension-là. Je pense qu'on l'attendra toujours au même endroit, in fine. Et puis aussi peut-être, je vais porter la parole des CARSAT en l'occurrence, de nos organismes locaux, c'est que parfois on peut avoir des questions très techniques aussi sur ces questions du handicap, parce que là, quand on en parle aujourd'hui, on en oublie presque la technicité qu'il peut y avoir, mais sur un certain nombre de sujets, il y a une forme de connaissance technique à avoir, et je sais que par endroits, Simona notamment est très en lien justement pour essayer de décortiquer des questions de comment on ventile un budget, comment
on compte finalement les choses. Ça paraît anecdotique, mais pour autant, pour piloter une politique handicap, c'est essentiel. Oui, tu travailles notamment sur la mise en place de formations spécifiques. Alors là, effectivement, c'est l'accompagnement au local, parce que ce qu'on ne voit pas, effectivement, c'est que je suis sollicitée. On a une hotline déjà qui est destinée à répondre vraiment à la technicité plus complexe, parce que je n'ai pas non plus toute la connaissance. Donc ce qu'elle disait Isabelle, c'est avec la pluralité des acteurs, c'est là qu'on arrive à atteindre des vrais objectifs. Donc on a cette hotline, on a aussi effectivement, moi je peux intervenir et répondre à des questions, et après on a tout le panel de formation de l'Institut 4.10, mais aussi dans le côté pour les organismes privés, côté AGFIP, il y a les modules pro c'est vraiment un site dédié à la professionnalisation des référents handicap. Et nous, on invite les référents handicap à intégrer le réseau de l'AGFIP, parce que c'est un réseau en fait plus large que le nôtre, bien évidemment, mais qui est piloté par un acteur clé qui met toutes les ressources à disposition des référents handicap. Et ça permet notamment d'accéder à ces modules pro aussi qui sont intéressants sur ces questions techniques. On peut avoir des modules pro sur la déclaration chaque année, on peut avoir des modules pro sur l'autisme au travail ou sur d'autres sujets. D'ailleurs, la GFIP aujourd'hui pousse beaucoup tous ces webinaires. Ils passent par ces modules pro justement pour que les personnes s'inscrivent. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une technicité qui est nationale, gouvernementale à connaître. Et après, il y a des spécificités d'organismes. Et par exemple, quand Isabelle Le Rogel parle de la difficulté d'installer un dispositif parce que le système informatique n'est pas fait pour, c'est justement ces questions-là qu'ils doivent remonter en interne, parce que nous, après, elles sont portées en caisse nationale au COPIL handicap avec les autres caisses nationales, et on interroge aussi les branches pour essayer de comprendre quelles solutions on peut rencontrer. Et l'appui du FIP, il est aussi là, parce qu'en fait, ce qu'on demande à cette structure, c'est d'aller accompagner davantage les caisses nationales, parce qu'une fois qu'on accompagne la caisse nationale, il y a des choses qui se répercutent au local, comme par exemple les systèmes d'information, l'accessibilité numérique notamment, comme elle est pilotée par le national, malgré l'intérêt et les efforts qui sont portés aujourd'hui, je suis sûre qu'on peut aller plus loin, et que ça va être un avantage aussi pour nos organismes locaux. Très bien, alors on a un petit peu dépassé le temps de l'émission. J'aurais une dernière question pour Simona. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplir le questionnaire de satisfaction sur cette émission qui s'affiche dans le chat. C'est une question, on n'a malheureusement pas eu le temps avec Isabelle Rogel de parler de son rôle de référente territoriale, mais c'est vrai que voilà, Madame Rogel qui est chef de projet, qui est référente dans son organisme, elle est aussi référente territoriale, elle anime le réseau au niveau régional, et je crois que tu voulais lancer un petit appel à candidature, Simona. Oui, je voulais lancer un appel à candidature parce que, comme vous savez, du coup, les référents territoriaux, ce sont des référents handicap d'organismes locaux qui travaillent en interbranche sur la région et qui sont souvent un binôme, voire un trinôme. Aujourd'hui, on a des référents uniques dans 3 régions. On a la Normandie, les Pays de la Loire et les Hauts-de-France. Donc ces référents handicap-là, ils aimeraient bien avoir une, voire 2 autres personnes de bonne volonté qui veulent intégrer la mission qui est une mission nationale et pour permettre en fait davantage ce développement régional de l'information, de l'animation, parce qu'effectivement, je ne suis pas seule derrière tout ça. Il y a tout un réseau qui m'accompagne et on a besoin de ce réseau-là pour maintenir active la politique handicap. Du coup, si on est intéressé, on peut t'écrire. On peut m'écrire et je crois que dans le chat, il va être diffusé la lettre mission pour prendre connaissance de la mission en elle-même. Et puis, on peut se rapprocher du référent territorial ou de moi-même pour en savoir davantage. Et puis, si jamais on ne peut pas s'investir complètement avec la casquette de référent territorial, sachez que dans ces 3 régions-là, les référents handicap territoriaux seraient ravis d'être accompagnés pour l'animation de la prochaine réunion déjà. Ce serait déjà quelque chose.
Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous les intervenants. Encore désolée pour les personnes qui n'ont pas pu rester avec nous jusqu'au bout, notamment Carole Besson, merci beaucoup. Grâce à vous, on a bien cerné les enjeux de cette nouvelle convention qui s'inscrit, voilà, comme on l'a rappelé, vraiment dans la continuité d'actions qui sont menées depuis 2016 avec un objectif de maintien, de renforcement de nos acquis, des ambitions nouvelles, des champs d'expérimentation. Simona, je vais peut-être te laisser le mot de la fin. Les prochaines étapes peut-être, et puis on a bientôt une nouvelle émission aussi où on va parler de 2 nouveaux outils. Donc on voulait des nouveaux outils, il y en a 2 qui sortent sur la prévention de la désinsertion professionnelle. C'est ça, rendez-vous le 18 juin à 14h avec une prochaine émission sur la prévention de la désinsertion professionnelle avec à l'appui 2 nouveaux outils qui arrivent, un renfort des organismes, et puis pour ceux qui l'ont demandé sur l'handicap psychique, il y a aussi un outil qui est intégré à cette plateforme. Je vous laisse le découvrir parce qu'il a été déjà signalé dans les fiches repères, mais pas repéré par les référents handicap. Donc j'espère qu'il sera davantage vu et mis en avant, mais dans une structure vraiment de prévention, donc dans un souci de prévention globale au sein d'un organisme. Merci beaucoup Coralie Delphos d'être venue ici. S'il y a des managers qui nous regardent, sachez que Coralie parle aussi dans la prochaine newsletter CAPEM, et c'est une interview très intéressante sur les entretiens annuels. Et on espère tous donc qu'on pourra applaudir Kevin Dourbecker aux Jeux paralympiques, notre star. Tous derrière. Voilà. Les collaborateurs de la sécurité sociale sont derrière lui, et les collaboratrices d'ailleurs aussi. Et ce sera aussi, si vous retrouvez son portrait, un bel outil de sensibilisation. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction. Et on espère vous retrouver donc le 18 juin pour cette fameuse émission sur la prévention de la désinsertion professionnelle, où on vous présentera 2 nouveaux outils, un pour les RH, un pour les managers. Vous pouvez retrouver, si vous n'avez pas eu le mail par votre directrice ou directeur, vous pouvez retrouver les liens donc sur UCANS TV dans l'espace organisme. Vous allez dans l'espace organisme, vous descendez un petit peu et là il y a UCANS TV et vous aurez toutes les infos. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Je vous souhaite une belle après-midi.